Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré aujourd'hui au musicien Gustav Mahler. Gustav Mahler, musicien passionné. Alors notre premier invité est Maurice Dahan. Bonjour Maurice Dahan. Alors vous êtes avocat, mais vous êtes surtout un formidable connaisseur de l'œuvre de Mahler. Vous avez publié cette somme qui fait autorité et qui aujourd'hui est considérée comme la Bible Mahler. C'est le destin symphonique de Gustav Mahler aux éditions du Bord de l'eau. Alors, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que Mahler, il faut donner les dates, 1860-1911. Vous avez analysé tous les ouvrages concernant Mahler, et on peut rappeler que c'est un homme qui est né d'une femme juive dans Igloo. Igloo, c'est à la frontière de l'Autriche et de la Bohême. Et son père était très autoritaire, sa mère était très douce, et on dit qu'il était l'enfant préféré de sa mère. Alors, l'enfant préféré, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, et on peut dire que 8 de ses jeunes frères et sœurs sont morts en bas âge. Ce qui est très important parce que ça a beaucoup marqué Gustav Mahler. Idée omniprésente de la mort, au moins dans ses premiers morceaux et la composition de ses premiers morceaux. À 4 ans, il découvre la musique sur un petit accordéon qui était offert pour Hanouka. Hanouka, c'est le Noël juif. Et on peut dire qu'il a été pianiste sur le piano de ses grands-parents. C'est là où il a appris le piano. Et le premier concert, il l'a donné à 10 ans. Donc c'était vraiment très tôt, à Igloo, devant une foule absolument ravie. Alors ensuite, son père hésite à le faire entrer au conservatoire de musique à Vienne. Mais finalement, il va entrer, notamment grâce à quelqu'un qui s'appelle Julius Epstein, qui va jouer un rôle très important, grand pianiste, professeur au conservatoire, et qui dira au père « Votre fils est un pianiste né ». Alors, Monsieur Dahan, je voudrais vous demander si aujourd'hui, ce pianiste né, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé ainsi à l'œuvre de ce pianiste né ? C'est une vieille histoire. C'était en 1957, donc il y a plus de 60 ans. J'écoutais à la radio énormément de musique de Beethoven. Et j'appris que Furtwängler venait de faire paraître une symphonie, la 9e symphonie de Mahler. Je me précipitais chez mon disquaire pour acheter cette symphonie de Mahler, cette symphonie de Beethoven par Furtwängler. Et autrefois, dans les anciens disques, je suis allé tout de suite au verso pour lire ce qui était écrit. Et c'est là que j'apprends que le 3e mouvement de la 9e symphonie de Beethoven a été entièrement réinstrumenté par Gustav Mahler. Mais qui était ce Gustav Mahler pour venir ainsi s'immiscer dans l'Olympe beethovénien ? J'en savais pas plus, et quelques temps après, à la radio, Radio France à l'époque, j'écoute la 4e symphonie de Mahler. Et ce fut pour moi un véritable coup de foudre musical. Bon. Alors j'espère que nos auditeurs vont avoir ce coup de foudre musical, parce que dès que vous aurez fini d'expliquer dans quelles conditions vous avez découvert l'auteur, on va entendre un petit bout de la 4e symphonie. Voilà dans quelles conditions. Alors donc je suis allé chez mon disquaire, place Saint-Germain-des-Prés d'ailleurs, et j'ai acheté le disque. Il ne l'avait pas, il a regardé sur ses catalogues et il a fini par le trouver. Et ensuite, j'ai acheté, après avoir étudié la 4e, j'ai pris connaissance de la 1re, ensuite de la 2e et de la 3e, et ensuite tout a suivi, et je suis devenu un mahlérien convaincu. Mahlérien convaincu, mais mon amour pour Mahler est inséparable de celui que je voue à Beethoven. D'autant plus que les deux, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, sont assez proches, notamment dans sa structure, dans la comparaison que l'on peut faire entre la 9e de Beethoven et la 8e de Mahler. Alors un petit extrait donc qu'on va voir joué par un orchestre de la 4e symphonie.
Maurice Dahan, dans cet extrait de la 4e symphonie, ce qui est assez extraordinaire, c'est à la fois l'orchestre et puis en même temps ce solo dans son 4e mouvement de cette grande cantatrice. Comment est-ce que vous recevez ce mouvement? Pour moi, et je suis pas le seul, cette 4e symphonie de Mahler et surtout son dernier mouvement, La Vie céleste, est le summum de la musique de Mahler. C'est ce qu'il y a de plus beau, à mon avis. Il a écrit des choses beaucoup plus savantes. Il a écrit une musique destinée à de très grands orchestres. Mais ce qui fait le charme de cette musique, c'est précisément, d'abord, qu'elle est écrite, composée pour un orchestre qui n'est pas aussi grand que les autres, et ensuite, parce qu'il y a d'une part la voix et d'autre part la musique. Et enfin, parce que toute cette symphonie est inspirée des Knabenwunderhorn. Les Knabenwunderhorn, c'est le corps, le corps magique de l'enfant, c'est de la musique populaire et qui date du XVIIe siècle. Et Mahler s'y est beaucoup attaché, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Donc voilà ce qui fait l'intérêt de cette musique. Et d'autant plus que quand les auditeurs écouteront l'intégralité de la symphonie, ils constateront une espèce de montée, d'élévation du premier mouvement jusqu'au 4e. Et c'est ce qui fait la beauté de cette symphonie. Alors, M. Dahan, on peut dire que Gustav Mahler a eu beaucoup d'histoires affectives qui ont accompagné la création de sa musique. On dit ça, bien sûr, de beaucoup d'artistes. Mais là, on peut dire chez lui qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire que chacune de ses relations féminines ont joué un rôle dans la création musicale. Tout à fait, oui. Ce que vous dites est tout à fait exact. Et d'ailleurs, Mahler lui-même l'a dit, en disant, je crois que c'était à Bruno Walter, si ma vie s'était écoulée comme un petit ruisseau au milieu des champs, je n'aurais jamais écrit une seule note. Or, ce qui caractérise la musique de Mahler, c'est précisément qu'elle est très affective. Et c'est pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles il n'a jamais voulu donner les programmes de ses symphonies. C'est ce qui caractérise la musique classique, c'est qu'on parle souvent de la musique à programme. Et l'exemple type est celui de Berlioz avec sa symphonie fantastique qui nous décrit ses aventures avec son amoureuse de A à Z. Mahler n'a jamais voulu faire ça. Il parle de sa vie affective, mais il veut que que l'auditeur écoute cette musique comme il l'entend, en fonction de ses sentiments et de son affectivité personnelle. Voilà ce qui caractérise la musique de Mahler. Alors certes, on finit par comprendre, notamment dans ses dernières symphonies, à qui et à quoi il fait allusion. Mais dans la plupart de ses symphonies, il se veut anonyme en quelque sorte. C'est un compositeur qui parle et non pas Gustav Mahler. Mais, Marie-Christine. Oui, Monsieur Dahan, c'est un mélange, c'est à la fois une biographie, ce livre, et puis c'est une analyse de la musique de Mahler. Et moi, par rapport à cet aspect biographique, je me dis qu'autant c'est important pour un écrivain, on a des éléments sur sa vie. Mais là, moi, je me disais, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir le nom de toutes les maîtresses qu'a eu Mahler, les problèmes qu'il a eus avec son épouse, parce qu'il faut vraiment parler de ça, ça a été un vrai sujet. Est-ce que c'est important pour comprendre sa musique ? Parce qu'il a eu d'autres problèmes, en particulier le fait qu'il était juif, qu'il a dû se convertir, enfin c'est la mort de ses frères. Mais ces histoires amoureuses tiennent une grande place dans votre livre. Alors je me suis dit, est-ce que M. Dahan ne s'est pas un petit peu projeté, lui aussi, sur l'histoire de Gustav Mahler ? Votre question me surprend, mais c'est une bonne question. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui caractérise la musique de Mahler, c'est qu'elle est intimement liée à sa vie personnelle. Or, sa vie personnelle
c'est la première copine, si j'ose dire, Joséphine Poil, ensuite Johanna Richter, etc. etc. Or, comme sa biographie est liée à sa musique, les deux sont inséparables. De même, comment pourrait-on parler de Anna von Mildenburg? Anna von Mildenburg, qui a été une très grande actrice dont la liaison avec Mahler a été très importante sur le plan de l'évolution sentimentale et de l'évolution spirituelle et musicale de Mahler. Anna von Mildenburg a été une très grande actrice, mais ses relations avec Mahler ont été telles qu'il a dû la quitter. Bon. Maurice Dahan, est-ce qu'on ne peut pas dire que, au fond, c'est en même temps le cours de la vie de Mahler qui est marqué par la vie affective, et forcément, puisque c'est son métier, par la création musicale. On va prendre un exemple très tôt. Vous prenez l'exemple de la famille von Weber. Si on prend l'exemple de la famille von Weber, je dis ça pour répondre à Marie-Christine Vénère. Au fond, Karl Maria von Weber, grand musicien s'il en est, n'a pas fini un opéra comique. Et c'était un projet, on avait un projet, mais qui n'a pas été terminé. Brahms, Meyerbeer ont essayé d'achever ce projet. Et vous montrez très bien qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a confié, la famille Weber l'a confié à Mahler. Et Mahler l'a mené à bien. Là, on voit bien que dans les rencontres de Mahler avec ce monde des Weber, et cet univers des Weber, il y a eu une influence très importante, parce que ça a créé une occasion musicale pour Mahler, dont Mahler a su se saisir. Oui, oui. D'abord, ce n'est pas la famille Weber, c'est Karl Weber. Oui, Karl Weber. Karl Weber, qui était le mari de Marion. Donc, quand on a proposé à Mahler de prendre la suite, enfin, d'essayer d'aboutir à quelque chose avec les Dry Pintos, il a vu les esquisses. Cet opéra s'appelle les Dry Pintos. Oui, il a vu les esquisses qu'on lui a proposées et il a commencé par refuser. Il a dit, moi, je ne vois pas à quoi je pourrais aboutir, parce que c'était une véritable sténographie musicale. Et la famille Weber, et notamment Marion, a beaucoup insisté pour qu'il continue. Et il s'est laissé prendre un peu grâce au charme de Marion. Et on voit l'importance de la femme, si j'ose ainsi m'exprimer, dans la décision de Mahler de poursuivre sur sa lancée. Alors, après des mois de travail, ce qui lui a permis de réussir, c'est sa technique. Parce qu'il s'est dit, comment aboutir à quelque chose? Donc, il a regardé les partitions achevées de Weber, et il s'est dit, voilà, ça ressemble à ça. Et c'est comme ça qu'il a fini à découvrir le sens de la sténographie et de Weber, et qu'il y est parvenu. Donc, parallèlement, il y a eu le grand amour qu'il a eu pour Marion Weber. Elle était mariée, il a failli s'enfuir avec Marion. C'est une histoire absolument romanesque, extraordinaire. Oui, oui. Et je trouve que le fait que Maurice Dahan nous la raconte, en même temps qu'il nous explique comment est née cette musique, je trouve que c'est intéressant. Parce que les deux événements sont vraiment liés. Ils sont tout à fait liés. Non, oui. je nie absolument pas l'intérêt. Je trouve que le rôle des femmes, excusez-moi messieurs, comme initiatrices, muses, etc., a été longuement étudié et est un rôle important. Mais là, il prend une très très grande place. Et moi, je me dis que peut-être parce que, effectivement, je suis du sexe qui est décrit là, ça m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse, c'est l'environnement, c'est son histoire, effectivement, les relations qu'il a eues avec des femmes. Mais là, c'est très, très pesant. Enfin voilà, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Voilà, vous avez parlé d'Anna Mildenburg. C'est assez intéressant, parce que dans votre livre, vous y consacrez plusieurs pages. Oui, Anna Mildenburg a joué un assez grand rôle. C'était une chantatrice admirable. Oui, absolument. Et qu'au fond, Mahler aimait beaucoup. Et on peut dire que la pureté de sa voix, comme d'ailleurs sa passion wagnérienne, d'une certaine façon, a joué un rôle très très important dans la manière dont la musique de Mahler a évolué, non? Oui, tout à fait. En quelque sorte, il a rencontré Anna Mildenburg par hasard. Alors,
qu'elle répétait précisément un des actes de Tristan et Isolde. Il avait quitté Leipzig pour Hambourg. Oui, oui. Il était désormais à Hambourg. Il avait quitté. Oui. Oui. Et il a trouvé sa voix tellement pure qu'il a dit au répétiteur, c'est moi qui m'en occupe. Et il a dit à Anna von Mildenburg, reprenez depuis le début. Elle a repris depuis le début, sachant que Mahler était très dur avec tout le personnel musical, et elle a été tellement émue qu'elle a éclaté en sanglots. Elle a été éclatée en sanglots, et Mahler était également très ému de le constater, et il lui a dit, vous faites bien de pleurer aujourd'hui parce que plus tard, vous verrez que lorsque la pratique interviendra, vous ne pleurerez plus. Et voilà comment a commencé leur histoire. Et c'est une histoire très importante parce qu'elle était très belle, il était très intelligent, ils se sont vraiment aimés. Et je crois savoir, d'après tout ce qu'ont dit ces biographes, que ça a été un des plus grands amours que Mahler ait eu. À telle enseigne que lorsqu'il a décidé de se séparer d'elle, à cause ou grâce à une femme, j'en reparlerai tout à l'heure. Grâce à Nathalie Bauer-Lechner. Grâce à Nathalie Bauer-Lechner, oui. Qu'a fait Anna von Mildenburg? Elle est venue un jour, elle a frappé à sa porte, accompagnée d'un prêtre, en lui disant si nous nous marions tout de suite. Alors Mahler a refusé, bien entendu, et voilà comment ils se sont séparés. Alors il a refusé à un moment où il va envisager d'aller à Vienne. Je voudrais en dire un mot parce que c'est quand même un moment clé dans sa vie. Tout à fait. Vous en parlez largement, évidemment, dans le livre. Oui. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que pour diriger à Vienne, l'opéra de Vienne, ce qui est au fond le summum de la hiérarchie musicale possible, il faut se convertir au catholicisme. Et donc, il va se convertir au catholicisme. Alors moi, je voudrais vous entendre sur cette, entre guillemets, trahison, puisqu'il est juif, il pratiquait comme juif, il se convertit au catholicisme pour aller diriger l'opéra de Vienne. Alors, il était juif. Son père était même un des fondateurs de la synagogue d'Iglo. Il a eu une enfance juive, il a fait sa bar mitzvah, etc. Mais je ne peux pas dire que c'était, j'ose pas dire une grenouille de bénitier, mais disons que... oui, c'était pas essentiel dans sa vie. C'était loin d'être essentiel dans sa vie. Il s'est converti parce que c'était sans quoi il n'aurait pas pu être membre et être entré à la Hofoper de Vienne. Il n'est pas le seul. C'est une obligation. Et effectivement, ça n'est pas le seul. Il y a des quantités de musiciens. J'ai même posé la question de savoir si au XXe siècle, Dieu merci, il semble que le mouvement se soit inversé. Effectivement, aux États-Unis, c'est plus pareil. Les Bernstein, Gershwin, etc. Et même en France, Darius Milhaud, c'est intéressant. Darius Milhaud était un ami intime de Claudel. Et Claudel a insisté pour le convertir. C'est incroyable. D'ailleurs, il le raconte. Et Darius Milhaud n'a jamais accepté de se convertir. Donc, il y a une inversion du mouvement au XXe siècle. Maurice Dahan, il n'empêche que... est-ce qu'on peut considérer cette conversion comme opportuniste? Si. Vous êtes d'accord? Absolument. C'est une conversion opportuniste. Quoi qu'en dise Alma. Parce qu'Alma prétend dans Alma, ses c'est livres, sa femme qu'il va rencontrer... qu'il va rencontrer beaucoup plus tard. Oui. Elle prétend qu'il aimait beaucoup rentrer dans les églises. Mais moi aussi, j'aime rentrer, j'aime visiter. Ce qu'il y a de plus beau dans la religion catholique, c'est l'aspect artistique, les beautés artistiques qui ornent la plupart des églises. Voilà ce qu'il aimait. Mais il n'avait pas besoin d'aller dans une église pour penser à Dieu. Nous en reparlerons dans la 8e symphonie. Mais juste sur le thème opportuniste qui est ambivalent, c'est l'opportunité. Mais ça n'était pas un opportuniste. Il y avait vraiment une montée. Il y avait une montée de l'antisémitisme qu'on sentait déjà poindre. Et donc c'était effectivement pour pouvoir rentrer comme chef de cet opéra, mais c'était aussi une façon de se prémunir contre ce qui allait arriver. Donc opportuniste.
Je ne sais pas. Non, je ne pense pas que... il a été très courageux dans son comportement à l'égard de la presse antisémite. Parce que la presse antisémite l'a assommé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point... Mais il a toujours réagi. Le fait qu'il y avait beaucoup d'antisémitisme, c'est pas ça qui l'a fait quitter Vienne. Ce qui l'a fait quitter Vienne, c'est pas la peur de l'antisémitisme. Non, c'est les difficultés qu'il rencontrait sur le plan professionnel et personnel. D'ailleurs, il a dit à Bruno Walter, qui était son ami intime, il a dit « Je quitte parce que j'ai besoin de respirer de l'air pur ». Or, à Vienne, il n'avait plus d'air pur. Donc, c'est la raison pour laquelle il a quitté. Alors, il a aussi des pépins de santé. À ce moment-là, il y a une très grave hémorragie qui a failli lui coûter la vie. Et on peut dire que la 5e symphonie, parce que c'est important, parce que dans votre livre, vous montrez très bien comment la musique de Mahler, au fond, elle est le fruit des vicissitudes de son existence. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Je voulais que vous disiez un mot sur la 5e. Alors, sur la 5e... C'est une symphonie charnière, si j'ose dire, parce que les 4 premières symphonies, ce que j'appelle la tétralogie des symphonies de Mahler, c'est sa jeunesse, et qui se termine par les 2 plus belles symphonies, ce que j'appelle les symphonies de la joie et du bonheur, la 3e et la 4e. Donc, après avoir terminé la 4e, à peine quelques mois après, il est invité chez une grande famille juive, les Zuckerkland, à un repas. Et c'est à l'occasion de ce repas qu'il rencontre Alma. En moins de 3 mois, il se marie. Et au moment où il se marie, Alma est déjà enceinte. Donc, Mahler a insisté auprès d'Alma en lui disant « Sache que je souhaite vivement que ma musique soit la tienne. » Elle a hésité. Ses parents lui ont même conseillé de ne pas accepter. Et finalement, elle a accepté. Elle a accepté, mais elle n'a pas tardé à le regretter. Mais c'est dans ce contexte que Mahler a écrit la 5e symphonie. Et les 2 premiers mouvements de cette 5e symphonie sont très tristes. Sont très, très tristes. D'ailleurs, le départ du premier mouvement fait penser au départ de la 5e symphonie de Beethoven. Mais néanmoins, conscient qu'il avait une épouse qui essayait de se plier à sa vie et à sa passion, et puisque la seule chose de bien qu'elle faisait, c'est de mettre au propre les extraits de partitions qu'il rédigeait tous les jours. Il avait besoin du silence le plus complet pour rédiger, et il s'isolait dans ce qu'il appelait son Hauschen, une petite maison, dans les bois, et donc à la fin de la journée, ou vers 4-5 heures, il redescendait avec ses partitions, il les donnait à sa femme qui les mettait au propre. Donc, oui. Vous voulez me dire quelque chose ? Non, vous ne l'aimez pas beaucoup, Alma Mahler. Vous en faites, vous en parlez de façon écoutez, très dure. Hein. Oui, elle le trompe, c'est vrai qu'elle le trompe. Oui, laissez-moi. Donc, Alma Mahler, avant de connaître Mahler, elle sacrifie sa carrière. Oui. Elle a eu Klimt, elle a eu Zemlinsky. Zemlinsky, qui a été son maître de musique et dont elle disait « il est petit, laid et juif ». Après Zemlinsky, elle a eu Gropius. Après Gropius, elle a eu Kokoschka et quelqu'un d'autre. Et enfin, elle a eu Werfel, un autre juif. Oui. Bon, c'est pas un parangon de vertu. Elle se prenait pour la dernière merveille du monde. Effectivement, sa beauté était extraordinaire. Et tout le monde, d'ailleurs, malheureusement, je n'ai pas mis de photo, tout le monde dit que c'était une femme adorable, très, très, très belle. Mais au niveau culture, elle n'était pas du tout cultivée. Enfin bref,
En tout cas, le mariage est un échec. Le Voilà ce qu'il mariage faut- est manifestement un échec. Voilà. Incontestablement un échec. Oui. Et c'est un des éléments quand même qui va faire partir de Vienne Mahler. Oui. On peut dire que c'est parce qu'il n'est plus à l'aise à l'orchestre professionnellement, mais c'est aussi parce que les choses ne vont pas bien avec Alma. Et en conséquence, il va partir vers Amsterdam. Non, non, Parce non. que lui, il la trompe aussi. Amsterdam, c'est avant même de connaître Alma. Et Mengelberg a été, j'ose pas dire le sauveur, mais vraiment le découvreur de la musique de Mahler. En particulier, cette fameuse 4e symphonie, elle a été donnée 2 fois de suite, l'une à la suite de l'autre, tellement le public était charmé par cette musique. Mais pour en revenir à Alma, c'est pas à cause d'Alma qu'il a quitté Vienne. Non, il avait, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, il avait accepté ses difficultés avec sa femme. Il a quitté Vienne d'abord parce qu'il n'en pouvait plus des difficultés qu'on lui faisait à la Hofoper, pas l'administration, puisque l'empereur a toujours été en très bons termes avec Mahler. Mais il n'en pouvait plus de rester dans cette situation, et c'est également le Pont d'Or que lui a offert le Metropolitan Opera de New York. Il a gagné 25 fois plus que ce qu'il gagnait à Vienne. Donc, c'est essentiellement pour ça qu'il est parti. Merci Maurice Dahan. Alors je rappelle que ce livre s'appelle Le Destin symphonique de Gustave Mahler et il est publié aux éditions du Bordelot. On aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de cette émission. Merci. Gustave Mahler, musicien passionné, 2e partie. Sur le grill, nous avons face à face Jean-Yves Clément. Jean-Yves Clément, vous êtes poète et essayiste. Vous êtes vice-président de Passeur Éditeur. Vous êtes l'organisateur d'un festival Nantes chez Georges Sand. À Châteauroux, vous avez consacré quelque chose à Liszt. On peut dire qu'à Saint-Germain-en-Laye, le centenaire de Debussy ne vous est pas indifférent. Et vous êtes en même temps, vous avez été commissaire général de l'année Liszt. Et puis dans vos livres, il y a un livre consacré à Franz Liszt, ou La dispersion magnifique, chez Actes Sud, Le chant de Toit, au Cherche Midi, Les 2 âmes de Frédéric Chopin, Glenn Gould sur le piano et l'esprit. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon, puisque tous ces musiciens ne sont pas Gustave Mahler, que Gustave Mahler pour vous est secondaire ? Non, pas du tout. Je me suis pris d'amour pour lui à l'adolescence. Je trouve que c'est un bon âge pour découvrir cet univers musical quand même extraordinairement large par rapport à ce qu'on connaît avant. Dans les années 80, là où Mahler connaissait une vraie résurrection, c'est un terme qui lui va bien, et d'emblée je suis tombé dedans. J'ai eu ma période Mahler comme j'ai eu ma période Beethoven, Chopin, Liszt, tout le monde y passe un peu par étapes quand on est adolescent, c'est comme ça que j'ai vécu la musique, et Mahler c'était immense. Je pense qu'il apporte à la musique un nouveau type d'expression. C'est-à-dire qu'avec Mahler, je me suis toujours dit qu'il y a comme des nouveaux sentiments qui n'avaient pas encore été traduits en musique, ont pu voir le jour par lui. Je ne sais pas quel type de sentiment, si ce n'est peut-être ceux quand même liés à un sens de la déréliction très profond. Je crois que la déréliction, c'est ce qui va le mieux, selon moi, à Mahler. Et vous évoquez là la mort de ses frères et sœurs qui ont marqué, au fond, tout le début de sa vie. Oui, enfin, j'évoque rien de précis, ni de biographique, ni de freudien, ni de je ne sais quoi. J'évoque juste que sa musique me suggère, sentimentalement, je dirais, et elle me suggère précisément ça, une solitude extrême et une façon nouvelle de la dire en musique, presque de façon très imagée, très littéraire, évidemment, avec des choses qui viennent peut-être de Liszt, de Berlioz, cette façon d'amener tout un monde avec la musique. Mais là, c'est le monde qui devient musique avec Mahler. Donc, non, je suis bien tombé dedans et bien m'en a pris. Alors, Michael de Saint-Chéron, vous êtes philosophe des religions et écrivain, mais vous êtes surtout chargé de la valorisation du patrimoine à la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, collaborateur de la Règle du jeu, et vous êtes l'auteur d'une 30aine de livres, dont une réflexion sur la honte de Rousseau et Lévinas, qui est paru récemment. Mais on peut dire que dans votre œuvre, et à plusieurs reprises, j'ai noté sous votre plume une grande affection pour Mahler. Il est important pour vous ?
Enfin, la musique est capitale dans ma vie, de toute façon, même si je ne suis pas du tout musicien, malheureusement. Je n'ai même pas l'oreille musicale. Je suis incapable de reconnaître un do d'un ré, mais j'ai une passion absolument infinie depuis que j'ai 15 ans pour la musique dite classique et la musique qui va aujourd'hui jusqu'à même quelqu'un comme Michael Levinas, Bernstein évidemment, et Mahler a eu une importance tout à fait grande dans ma vie, mais je dirais plus à travers les interprètes. C'est notamment Kathleen Ferrier qui m'a révélé totalement Mahler quand je devais avoir 18-20 ans, à travers les Kindertotenlieder. Et après, c'est les interprétations de Bernstein de ces différentes symphonies jusqu'à la 8e et la 9e. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on peut conseiller aux spectateurs d'abord de voir les interprétations de Bernstein et que c'est ça qui est ce qu'il y a de mieux? C'est parmi ce qu'il y a de mieux, mais il y en a... Oui, entre autres. Il y a Bado, oui, entre il y a autres. Karajan, tous les grands chefs d'orchestre. Mais c'est vrai que je réécoutais hier avant l'émission certains de ces leaders par Dietrich Fischer-Dieskau, et c'est l'un des summums de Mahler. Donc il y a la voix, et la voix est absolument essentielle chez Mahler. Et donc je réponds à la deuxième partie de votre question. Comme j'adore la voix, j'adore dans l'œuvre de Mahler tout ce qui est en rapport direct avec le chant. Et c'est vrai qu'il avait une adoration pour les leaders en général, et pour les grands chœurs, les immenses chœurs à la fois beethoveniens, ou même d'ailleurs inspirés un peu, ou en tout cas marqués par l'influence de Bach d'une manière tout à fait forte. Et c'est vrai que ces grandes symphonies avec chœur, depuis Beethoven qui a été le précurseur, il a excellé là-dedans. Et ensuite on retrouve évidemment des réminiscences wagnérienne, mais en tout cas voilà, la voix chez Mahler est quelque chose qui m'apporte et qui m'apporte énormément. Donc il y a les grandes symphonies, Bernstein évidemment, mais il y a aussi toute la part vraiment vocale de son œuvre. Et comme dirait André Tubeuf, personne n'a interprété les Kindertotenlieder mieux que Kathleen Ferrier et d'autres leaders mieux que Fischer-Dieskau. Jean-Yves Clément, vous êtes d'accord avec cette hiérarchie ? Oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a peu de déchets chez Mahler finalement. Tout est bon chez lui, de la première à la 10e, fut-elle inachevée, symphonie. C'est le parcours de sa vie et elles sont toutes merveilleuses. Bon, il y en a certaines que je préfère. Il y a la cosmique 3e, il y a l'idéal 4e, qu'elle mérite d'être plus courte, plus claire, quelque part un peu solaire, ce qui est très rare chez Mahler, mais tout est bon et ces cycles de leaders sont admirables, évidemment, les Ruckert-Lieder, tout ce que vous avez cité et bien d'autres choses. C'est un nouveau monde, oui, vocal, sans doute marqué par la féminité, comme Richard Strauss, d'une certaine manière, il écrivait pour sa femme, Mahler écrivait pour ses femmes, même peut-être pour la femme idéale, mais c'est toute la nature et tout le monde qui est une voix pour lui. Il y a un côté mystique, il y a un côté comme ça panthéiste qui est vraiment à ce point nouveau dans la musique. On est bien au début du XXe siècle, on suit le symbolisme de Baudelaire, etc. Donc la musique accède encore à une autre dimension, venue de Beethoven, venue de qui on veut, de Liszt, tout ça, mais qui devient quand même d'un seul coup foncièrement original. Quand on pense que Mahler a connu Brahms, qui l'a d'ailleurs encouragé, on est très loin de ce grand génie qui est Brahms, mais ces symphonies de Mahler marquent une rupture d'un seul coup dans la musique, dans la façon de traiter l'orchestre. Alors, puisque Jean-Yves Clément parle des femmes, je voudrais savoir, Michael de Saint-Chéron, qu'est-ce que vous pensez de la décision de Mahler d'interdire à son épouse de composer selon son génie propre? Alors, je sais bien qu'on est au début du XXe siècle, mais quand même, il y a là quelque chose dans son comportement avec Alma, parce qu'on a fait d'Alma un portrait plutôt négatif. En tout cas, Maurice Dahan n'aime pas Alma, c'est clair. C'est clair. Dans son livre, ça apparaît. Mais je voudrais savoir comment est-ce que vous réagissez à cette mise en scène, au fond, d'Alma Mahler. Dans le livre ou dans la... Les deux. Dans le livre, évidemment, Maurice Dahan a une vision très critique d'Alma, c'est absolument évident. Mais pour revenir à votre question qui est plus essentielle, je dirais que je suis complètement opposé. Mais enfin, à la fois, je ne suis pas Mahler. On n'est pas en 1900 ni en 1894. Donc la situation est différente. Mais enfin, c'est vrai que le nombre, mais pas que Mahler, le nombre de femmes qui ont pu être bridées en épousant des hommes qui étaient de grands compositeurs ou même de grands scientifiques dans tous les domaines de l'activité, qu'on peut être que révulsé et qu'on peut avoir une véritable, une critique fondamentale contre ce machisme et qui a marqué beaucoup, évidemment, et malheureusement,
les grands compositeurs les grands compositeurs de l'humanité. Donc c'est tout à fait évident. Il y a quelque chose qui me semble intéressant et que a marqué Adorno pour un peu glisser sur autre chose que votre question directe, c'est le rapport souterrain, et j'emploie le mot souterrain à bon escient, entre Kafka et Mahler. Il y a à la fois la fascination de la femme, du féminin, chez Kafka comme chez Mahler, de la voix humaine, de la nature, et en même temps une volonté de tirer des tréfonds de son soi, quelque chose qui est en lutte permanente contre la condition humaine. Et il y a aussi l'élément juif, à la fois chez Kafka et chez Mahler, et c'est intéressant peut-être de voir aussi tout un côté autour de l'influence chinoise. À la fois Kafka qui est fasciné par la muraille de Chine, et les Ruckert-Lieder et d'autres leaders de Mahler, comme le chant de la terre, qui est tout à fait inspiré par la pensée chinoise. Alors, puisque vous évoquez le chant de la terre, il faut dire que c'est après que Mahler ait pris connaissance de la flûte chinoise, poème traduit en allemand par Hans Bethge, qu'au fond, il composa le chant de la terre. Et on peut dire que le chant de la terre est le fruit de cette lecture chinoise. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment cet homme découvre un univers qu'il ignorait totalement, finalement, et comment, à travers sa musique, qui est une musique tout à fait révolutionnaire à son époque, arrive à modeler et à faire entrer en elle, finalement, le chant de la poésie chinoise. Et alors, je pense à la dernière strophe, qui est l'Apshit. L'Apshit, qui est absolument sublime, que j'aurais écouté hier, avec les deux derniers mots, Evik et Evik. Alors, c'est un mouvement absolument extraordinaire. Mais là encore, l'inspiration chinoise a joué un rôle. Absolument, mais je dirais que c'est une inspiration même universelle, son amour de la nature et un souffle spirituel ou spiritualiste qui était inhérent à l'âme de Mahler. Jean-Yves Clément ? Sans chinoiser, pour revenir à Alma, on pourrait dire que Schumann a fait le même coup à Clara. Et doublement, si je puis dire, parce qu'en plus, Robert Schumann, qui n'était pas encore le génie qu'il est devenu, lui qui aurait voulu être pianiste, était jaloux, en plus du succès de Clara, qui était l'immense pianiste qui régnait avec Liszt sur l'Europe, qui a créé Chopin, etc., beaucoup d'autres compositeurs. Et il lui a demandé à la fois de ne plus être la compositrice qu'elle était, fut-elle modeste, mais il s'en est quand même beaucoup inspiré, et plus la pianiste non plus, donc il l'a mise au rencard. C'est pour dire que c'était plus dans l'air du temps, c'était sociétal, comme on dirait aujourd'hui, que du fait de mauvaises intentions de leur part. Hein. La société n'avait pas beaucoup évolué à cette époque, à ce sujet. Alors, je voudrais vous entendre tous les deux sur l'attitude de la presse musicale viennoise vis-à-vis de Mahler, confrontée à la musique de Mahler. Le 11 mai 1897, il y a la première de Lohengrin, et c'est un événement et en même temps une occasion de polémique. Oui, je crois qu'il faut rappeler que Vienne a tout de même été l'une des capitales au XXe siècle, et donc dès le XIXe siècle de l'antisémitisme, et je ne peux pas comprendre cette fureur contre Mahler et ce déchaînement de la presse contre lui si on le détache complètement du fait qu'il ait été juif, même juif converti, et même c'était peut-être encore pire d'être juif converti que d'être juif tout court. Et donc il faut ramener ce rapport, enfin ne pas oublier cette réalité-là, mais en même temps, à la suite de la première de Lohengrin, il y a un critique musical qui crie au génie, tout de même qu'il n'a jamais entendu une œuvre comme ça, et un chef d'orchestre révélant une œuvre. Donc il y a à la fois les contre et les pour, mais je suis absolument certain qu'à Vienne, à l'époque où Mahler dirigeait, il y avait ce qui allait devenir évidemment le fascisme et le nazisme autrichien, et que ça a joué certainement. Jean-Yves Clément ? Je ne connais pas beaucoup ce dossier, mais je pense que c'était le sport national de l'époque. Hélas, en plus, on en voulait sans doute à Mahler, il devait être jalousé. Et puis Mahler avait un foutu caractère, était légèrement mégalomane tout court. Et je pense que ça ne l'a pas aidé à l'ascension de sa carrière, parce qu'il était aussi carriériste. Donc en fait, il s'est battu contre des gens contre lesquels il aimait guerroyer pour arriver, tout Mahler qu'il était. Donc voilà, il était dans Quand vous dites création de Lohengrin, il faut rappeler que Lohengrin a été
connu bien avant. Puisque Non, la Croation de Lohengrin par Mahler. Par Mahler, Interprétée par Mahler. Oui, Non, oui. ce qui est important peut-être dans ce qui s'est passé à Vienne, même au début, c'est que la 4e symphonie de Mahler, lors de ses premières exécutions, je dirais bien à Berlin comme à Vienne, a été vraiment terriblement critiquée. Alors que vous-même, vous avez dit tout à l'heure que la 4e symphonie, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Non, mais il faut rappeler qu'en France, pour aller un peu plus loin, jusqu'aux années 50, on n'aimait pas Brahms. Il a fallu les années 50 pour reconnaître Brahms. Et en gros, les années 70 pour reconnaître Mahler. Donc, il y a des génies qui prennent leur temps. Je pense que Mahler, comme Richard Strauss, ont été victimes aussi de leur côté grand chef d'orchestre. Et qu'on n'aime pas que les gens soient plus d'une chose à la fois. Et c'est difficile d'être accepté comme un grand génie que sont ces deux-là, quand ils étaient aussi des grands chefs. Et ça leur a coûté beaucoup. Au moins, Stravinsky était un grand génie, un mauvais chef. On le disait en oreiller, donc il n'avait pas ces problèmes. Mais eux avaient vraiment ces problèmes. Il y en a un autre qui a eu des problèmes tout à fait comparables à Mahler et qui n'était ni juif, ni autrichien, ni rien. Et c'était Berlioz. Oui. À quelques décennies près, et qui a eu des critiques venant cette fois-ci de la presse française, donc qui était la presse de son propre pays, aussi déchaînée contre lui que Mahler a pu l'avoir à Vienne, et qui a été un musicien et un compositeur totalement incompris de son vivant. Alors, est-ce que ses collègues, et je pense aux gens qui composaient à l'époque, et je pense à l'attitude évidemment de Richard Strauss à l'égard de Mahler, est-ce que vous pensez que c'est... peut-être vous pouvez l'évoquer, cette attitude de Richard Strauss, et qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas quelle était son attitude, mais je pense qu'il a eu une estime de la musique de Mahler, puisqu'il y a eu une très longue correspondance entre eux deux quand même. Oui. Et que Richard Strauss était un grand génie, à l'esprit très ouvert, donc il devait comprendre. Lui qui s'est emparé de la forme symphonique du poème symphonique de Liszt, il savait ce que c'était de faire un fourre-tout des impressions, des intentions et des vols philosophiques et littéraires dans une œuvre musicale. Donc je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Si je fais allusion, si vous voulez, au fait que Richard Strauss, qui au fond a pris ses distances avec le judaïsme, c'est moins qu'on puisse dire, et qui donc était assez critique, et pour autant était en même temps fasciné, d'une certaine façon admiratif de la musique de Mahler, et puis en même temps il a dit des choses compliquées sur la biographie de Mahler. Ah oui. Les génies entre eux sont spécialistes de ce genre d'attitude. Notre Debussy disait quoi des grandes symphonies de Mahler, que c'était comme des grands pneumatiques et qu'il ferait mieux d'en faire une pub pour Bimadome ou quelque chose comme ça. Claude Debussy. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un génie pour ne pas comprendre un autre génie, très curieusement. Parce que chacun défend son précaré et finalement est un peu sourd et aveugle à la musique du voisin quand on est à ce niveau. C'est une drôle d'attitude, mais qu'on pourrait essayer de Mais il y en a un autre. Liszt n'était pas comme ça, mais c'était le seul, c'est pour ça qu'on le ce que cite toujours. Oui, c'est ça. J'allais parler de Liszt, oui, qui lui avait une véritable admiration pour Mahler. Et je crois même d'ailleurs que les rapports entre Wagner et Mahler étaient, je crois, assez bons. Oui. Et que Wagner... Wagner... Si on l'aimait, Wagner, de toute façon... Absolument. Enfin, c'était quand Mahler était jeune, ça, en fait, en même temps. Il est mort en 83. Alors, Wagner. curieusement, quand même, Mahler a trouvé, au fond, un moment de succès extraordinaire quand il a quitté Vienne, quand il a quitté l'opéra de Vienne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette fin, au fond, où il n'est plus à l'opéra de Vienne et il va trouver un succès extraordinaire? Oui, parce que quand on sort de chez soi, mais c'est un peu comme Berlioz, je reviens toujours à Berlioz, et beaucoup d'autres musiciens, mais c'est vrai que quand il est arrivé à New York, c'était, enfin, c'est une ville cosmopolite. Il faut s'exiler souvent pour être reconnu. C'est arrivé à Bartók, à Rachmaninoff, à Liszt, à Chopin. L'exil dans la musique, c'est quelque chose, hein, pour des raisons politiques ou pas, mais c'est tout le temps. Et c'est là qu'on commence à se pencher sur vous. Quand vous n'êtes plus là, quand on n'est plus prophète en son pays, c'est ça. Oui, et même au XXe siècle, si on pense que quelqu'un comme Boulez, d'ailleurs, s'est exilé aussi, je crois, aux États-Unis ou en Allemagne, et Xenakis est arrivé en France, enfin, au XXe siècle, comme à toutes les époques. Beaucoup de grands musiciens se sont exilés. C'est en exil qu'ils ont trouvé finalement de quoi s'ouvrir au génie. Et un nouveau souffle, souvent, en même temps. Absolument. Et des influences. Oui. Les États-Unis ont influencé beaucoup de musiciens juifs qui y sont venus. C'est ce que j'allais dire, oui. Voilà. Et Darius Milhaud, dont on parlait tout à l'heure, lui aussi, d'ailleurs, est parti longuement aux États-Unis, est revenu en France après. Donc, je crois que non, ça ne m'étonne pas du tout qu'il se soit totalement ouvert aux États-Unis et qu'il ait été adoré et adulé aux États-Unis. Vienne, c'était une sclérose. C'était une sclérose, absolument. Mais tout à fait. Un nid comme ça, un peu malsain, Treichel et compagnie, ça devenait quand même un
délétère, tout ça. Et on peut lire aussi les quelques pages de Kafka sur Vienne pour savoir combien c'est une ville tout à fait sclérosée et complètement délétère. Vous diriez au fond qu'à Vienne, il est victime d'une sorte de cabale? Je dirais ça, oui. Et que peut-être il était mieux compris à Berlin qu'à Vienne. Et à Budapest, et ensuite, évidemment, aux États-Unis, beaucoup mieux compris. Oui, mais j'en suis certain. Encore une fois, la jalousie, l'envie... Alors Jean-Luc Clément, vous avez dit tout à l'heure que le moment de reconnaissance de l'œuvre de Mahler, c'est les années 70. En tout cas, en France. Oui, en France. Oui. Comment vous expliquez ce délai extraordinaire, 80 ans, pour 70 ans, pour reconnaître la musique d'un génie pareil? On se méfiait de ce symphoniste bizarre, excessif, avec ce côté, comme je disais tout à l'heure, un peu fourre-tout, pot-pourri qu'il y avait dans son œuvre. On aimait en France plutôt la musique pure que représenterait la tradition allemande, même si Brahms a mis longtemps, mais Beethoven, Mozart, c'était tout ça un peu bien cadré. Et Mahler venait là comme une débauche dans l'art. Donc voilà, c'est des critères esthétiques et moraux finalement qui sont un peu tristes, mais ça a été le cas. Et puis je vous dis, ce côté chef d'orchestre, voilà. Donc ça devenait de la musique de chef d'orchestre, qui est une façon péjorative de la décrire. Mais ça arrive à Richard Strauss aussi. La France est terrible, mais la France n'est pas une contrée musicale, donc c'est pas très étonnant. Michael de Saint-Chéron. Par essence, enfin, il l'est devenu. Je fais encore une comparaison, si vous me permettez, avec Berlioz, qui avait dit de son vivant, enfin forcément de son vivant, qui avait dit qu'il ne serait reconnu que 150 ans après sa mort. Donc Mahler, 80 ans, c'est pas mal. Quand on pense que Beethoven est mort et que pendant des dizaines d'années, on n'entendait plus une œuvre de Beethoven et qu'il a fallu aussi, je ne sais pas exactement combien de temps, avant qu'on redécouvre son génie, et sans parler de Bach, qui est effectivement le maître des musiciens, qu'on a redécouvert grâce à Mendelssohn, d'ailleurs plus d'un siècle après sa mort. Donc ça ne m'étonne pas, et je crois d'ailleurs que c'est... On peut dire la même chose de Kafka, et de beaucoup de grands génies, de vrais génies, qui sont découverts vraiment longtemps après leur mort. Si l'un ou l'autre, vous faisiez des études de musicologie et vous faisiez un programme pour des étudiants, vous y metteriez la connaissance de Mahler? Bien sûr, comme un des plus grands, dans le top 10 peut-être, même, je ne sais pas, mais comme un des plus grands génies de l'histoire de la musique. En tout cas, dans le top 20, je ne sais pas, avec Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Beethoven, Bach, Mahler arrive, et Richard Strauss, je tiens à préciser aussi, parce que lui aussi était victime de méconnaissance. Immense créateur d'opéra, puis ils se partagent les rôles au moins. Strauss un peu les opéras, même s'il y a des poèmes symphoniques, beaucoup les opéras, un génie absolu, et Mahler les symphonies. Oui, alors merci à tous les deux. Je rappelle donc le livre de Jean-Yves Clément, le petit livre sur Glenn Gould, et qu'en ce qui concerne Michael de Saint-Chéron, il a écrit un livre sur la honte de Rousseau à Lévinas. Je ne parle pas assez de musique. Non, parce que vous ne parlez pas de Mahler dans ce livre. Je ne parle pas de Mahler. La musique de Rousseau, si? Non, je ne parle pas de la musique de Rousseau non plus. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait un jour que je fasse un livre sur la musique. Ouais. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Gustave Mahler, musicien passionné, troisième partie. Alors, toujours avec Maurice Dahan, l'auteur de ce livre très important, Le destin symphonique de Gustave Mahler, aux éditions du Bord de l'eau. Et avec lui, Clément Mao-Takash. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la fois pianiste, compositeur, chef d'orchestre, exactement comme Mahler. On peut dire que vous êtes un jeune Mahler, puisque vous dirigez la musique de Mahler, je dirais, de telle façon qu'aujourd'hui, quand on parle d'un chef d'orchestre spécialiste de Mahler, on parle de vous. Donc vous êtes sans doute l'un des meilleurs spécialistes de Mahler, puisque vous dirigez régulièrement aussi sa musique. Et on peut dire que la vocation que vous l'avez eue à l'écoute de la 3e symphonie de Mahler, c'est bien ça? Ah bon? C'est ça, il se trouve que je chantais quand j'étais petit, et dans un chœur d'enfants, dans Knabenchor, qui était la maîtrise de Paris, et on nous a demandé à plusieurs reprises de chanter cette 3e symphonie où intervient le chœur d'enfants qui fait les cloches, les bim bam, et puis à la fin qui reprend le choral comme dans les Passions de Bach. Ouais. Et j'ai chanté cette œuvre plusieurs fois, une fois sous la direction de Claudio Abbado et une fois sous la direction de Seiji Ozawa, ce qui n'est pas mal, et je suis rentré à chaque fois chez moi en expliquant à ma maman que je souhaitais d'abord composer de la musique comme Mahler, puis diriger et composer comme lui. Voilà.
Alors, si on parle au fond de l'histoire de Mahler et de la manière dont il s'est confronté à toutes sortes de musique, qu'est-ce que vous feriez ressortir d'essentiel dans son œuvre, à vos yeux? C'est une vaste question. Il y a plusieurs traits, moi, qui me touchent chez Mahler. C'est d'abord, d'un point de vue strictement musical, il se trouve d'emblée. Il y a très peu de compositeurs qui se trouvent d'emblée comme ça. Lui, dès sa première œuvre, en tout cas dès les premières œuvres qu'on a, les premiers leaders, dès le fameux Blumineux, qui, on le sait, n'était pas uniquement dans la première symphonie, mais faisait partie d'une musique de scène qu'il avait composée pour une pièce de théâtre. Il y a déjà toutes les caractéristiques qu'on retrouvera dans la 9e symphonie, dans Das Lied von der Erde, ces dernières œuvres. Donc il y a quelque chose qui est très troublant de ce point de vue-là, un compositeur qui se trouve si jeune. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup et qui lui a été énormément reproché, c'est le caractère hétérogène de sa musique, c'est-à-dire l'incroyable disparité de musique qui coexiste au sein de la musique de Mahler et qui sont réunies justement par son génie créateur. Musique militaire, musique de la nature, dans lesquelles j'inclus aussi bien les cloches de vache, que cette volonté de trouver un son de la nature comme au début de la première symphonie, et puis des souvenirs aussi, des souvenirs d'enfance, des musiques populaires, des musiques bohémiennes, puisqu'il est né quand même sur la frontière. Et qu'il a gardé son accent de bohème sur la jusqu'à frontière de la Bohème, vous voulez dire? Sur la frontière de la Bohème, voilà. Musique juive aussi, parce que je pense que c'est un continent sur lequel on a toujours posé un voile, soit pudique, soit volontaire. Oui, et je absolument. pense que c'est quelque chose qu'il faut au contraire mettre en valeur et qui va pour moi jusqu'à des souvenirs, je pense, d'appels du chauffard que j'entends, moi, dans l'utilisation des instruments avant de Mahler. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, M. Dahan, justement, vous dites dans ce livre que, au fond, le judaïsme, même après sa conversion, a joué un rôle essentiel dans la vie de Mahler. Pas le judaïsme, au fond, comme réflexion, mais plutôt les reliquats des rites juifs. Oui. Je voudrais d'abord ajouter quelque chose à ce que vient de me dire M. Takak en ce qui concerne l'orchestration. À savoir que Mahler, vous allez me dire si je me trompe, a beaucoup utilisé les variantes dans son œuvre et les déviations. Si bien que souvent, ces musiciens le lui ont reproché. Il y a un musicien qui lui dit « Mais à quoi ça sert de jouer avec une trompette bouchée alors que si la trompette n'est pas bouchée, ça donne un meilleur son ?» Le musicien ne comprenait pas que c'était fait exprès et que le son que voulait faire sortir Mahler d'une trompette bouchée n'est pas le même que celui qui peut sortir d'une trompette pure. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une fascination d'abord chez Mahler pour la façon dont la musique circule. C'est un des premiers qui fait circuler la musique, en tout cas qui retrouve l'idée de stéréophonie que Gabrieli, notamment à Saint-Marc de Venise, avait mise en pratique grâce à l'architecture de cette basilique. Mais chez Mahler, il y a l'idée d'une musique qui est tout le temps en marche et on se déplace, bien que le spectateur ou l'auditeur soit assis, la musique se déplace autour de nous, d'où ces marches notamment, et d'où ces effets d'éloignement de cette fascination pour ce que les Allemands appellent le Ferne, c'est-à-dire le lointain, l'éloge du lointain. On le lui a reproché d'ailleurs. Ça a été reproché, mais ça a été reproché aussi un petit peu à la même époque à Debussy, où on en avait assez de ces sons perpétuellement bouchés, de ces trompettes en sourdine. C'est une fascination qui vient aussi de Wagner, très clairement, et du Parsifal, de l'orchestration de Parsifal, qui est une orchestration, Debussy avait une très jolie expression pour dire ça, comme éclairée par derrière un vitrail. Voilà. Alors justement, puisque vous parlez de Wagner, est-ce qu'on peut dire que la musique de Mahler s'inspire quand même en partie de Wagner? Oui, bien sûr. Enfin, Wagner est un point d'appui essentiel pour Mahler. C'est un compositeur qu'il adore. Vous n'êtes pas d'accord, Maurice Dahan? Là, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, que Mahler ait adoré la musique de Wagner, ça, j'en suis tout à fait persuadé. Mais quand on écoute les symphonies de Mahler, à mon avis, il y a très peu de réminiscences par rapport aux opéras de Wagner, par exemple.
Je ne partage pas votre avis. Je pense qu'il y a énormément de réminiscences. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me touche. Il n'y a pas que des réminiscences de Wagner. Il y a du Schubert, il y a du Schumann, il y a du Chopin aussi. On oublie parfois de le dire. Et Mahler jouait la musique de Chopin oui. et même parfois reprend un thème directement. Et vous-même, vous dites, Maurice Dahan, dans votre livre, que s'il prend Lohengrin au début à Vienne, c'est pas un hasard. Ah non, c'est pas un hasard. S'il dirige l'opéra Lohengrin quand il arrive à Vienne. Il adorait Wagner. Mais tout à l'heure, je crois que c'est M. Clément qui disait que Mahler avait eu d'excellents rapports avec Wagner. Mahler n'a eu aucun rapport avec Wagner. Le seul rapport qu'il a eu, c'est qu'un jour, Wagner dirigeait à Vienne et Mahler l'a rencontré dans les vestiaires. Il était tellement ému, tellement sidéré de le voir qu'il n'a rien dit. Alors que son ami Hugo Wolf, que vous connaissez également, s'était lancé sur lui et a fait en sorte qu'il puisse lui donner des autographes ou je ne sais quoi. Tandis que Mahler, le pauvre Mahler, est resté dans son coin, il n'a rien dit. Et par contre également, il a eu des relations assez fraîches avec Cosima. Cosima adorait Wagner, adorait Mahler au niveau de sa musique, mais elle ne l'a jamais invité à aller chanter à Bayreuth. Quant à Cosima, il faut en dire un mot, parce que cette Cosima, c'est la fille de Liszt. Elle était mariée en premières noces avec Hans von Bülow, qui a été le plus grand chef d'orchestre du XIXe siècle. Mahler avait un amour extraordinaire pour lui. Or, voilà que Cosima a laissé tomber von Bülow pour j'ose pas dire s'acoquiner, pour s'associer à Wagner. Et il en a été malade. Il en est mort, le pauvre von Bülow. Avant de mourir, il était tellement dépressif que son adjoint direct, c'est-à-dire Richard Strauss, l'a invité à aller faire un séjour en Égypte pour se revigorer. Et c'est précisément là qu'il en est mort. Et c'est très important parce que von Bülow a eu droit à des obsèques tout à fait solennelles. Et c'est Richard Strauss qui devait jouer la 3e symphonie de Beethoven parce que c'est celle que von Bülow préférait. Or, au dernier moment, Richard Strauss s'est défilé parce qu'il tenait à garder de bonnes relations avec Cosima. Et c'est Mahler qui a interprété la 3e symphonie. Et ça aussi, c'est très important. Au cours de ses obsèques a été interprété le Auferstehen, un hymne de Klopstock. Or, cet hymne de Klopstock se termine par l'expression « ressusciter, ressusciter ». Or, Mahler cherchait un thème pour terminer sa 2e symphonie. Et il a tout de suite pensé à Résurrection. Et c'est comme ça qu'il a écrit le dernier mouvement de sa 2e symphonie, qui s'appelle Résurrection. Je voudrais... On n'a pas beaucoup parlé du territoire sur lequel se déploient ces musiques, qui est un territoire finalement assez restreint, et qui explique la mobilité, les influences. Il y a tellement de musiciens à cette époque. On se dit, mais ça devait être très grand, mais pas du tout. C'était un petit territoire. Qu'est-ce que ça vous dit, ces influences croisées C'est pas un si petit juste territoire, là. C'est pas un si petit territoire, parce que ça englobe quand même l'Empire austro-hongrois à l'époque, englobe quand même un certain nombre de pays. Une grande puissance. Il y a toute la carrière que Mahler va faire aussi en Hongrie, à Amsterdam aussi, où sa musique est particulièrement bien accueillie. À Amsterdam et toujours de nos jours, ça reste une tradition d'interprétation mahlérienne. Il sera quand même joué en France. Il va jouer aussi dans les dernières années de sa vie, non seulement la musique des hommes, mais sa propre musique aux États-Unis. C'est pas un terrain si restreint que ça, je trouve, pour ma part. Jouer en France, oui, mais c'est très très loin de la musique. C'est assez loin de la musique française. C'était plutôt l'inspiration. Je pense que les compositeurs aiment aussi toujours à se plaindre. Et la musique de Mahler
bien sûr, a eu du mal à se faire jour pour des raisons très simples, qui étaient que lui-même voulait diriger lui-même ses propres œuvres le plus souvent, et qu'il voulait que les conditions d'exécution soient aussi bonnes que possible. Or, comme il a été pendant 10 ans à l'Opéra de Vienne, jour et quasiment nuit, ça laissait très peu de temps pour avoir un certain nombre de congés lui permettant d'aller diriger. Et lui-même était un excellent directeur, il était très présent dans la structure. C'est pour ça qu'il a fait de l'Opéra de Vienne ce que l'Opéra de Vienne est devenu, c'est-à-dire une machine formidable, une des premières maisons d'opéra d'Europe, où il a réussi à réconcilier l'opéra dit de répertoire, avec très peu de répétitions, et des productions neuves, qui est plutôt l'opéra qu'on appelle de festival, avec des coups de génie, comme ces diverses collaborations avec Roller. Mais pour revenir à Wagner, je crois vraiment que la musique de Mahler, bien sûr, est pétrie d'autres musiques, celle de Bach, peut-être le chromatisme wagnérien de Tristan est peut-être moins perceptible, ou en tout cas Mahler s'en méfiait dans sa propre musique, mais il y a une profonde connexion avec un certain nombre de thèmes wagnériens, de couleurs wagnériennes, d'harmonies wagnériennes, à telle enseigne que quand vous écoutez l'Enchantement du Vendredi Saint de Parsifal, on entend notamment un des thèmes qui est constitutif, une cellule qui est constitutive des Kindertotenlieder de Mahler. Donc il y a vraiment littéralement parfois certaines choses qui sont prises. Et il ne faut pas parler de plagiat, parce que c'est vraiment quelque chose qui, entre musiciens, entre compositeurs, est normal. Clément Maotakash, pour vous, ça a beaucoup compté la 3e symphonie, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, la 3e symphonie de Mahler. On a souvent fait une comparaison avec la 6e symphonie de Beethoven. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Cette espèce de rapprochement qu'un certain nombre de gens ont fait, et que vous reprenez d'ailleurs dans votre livre, Maurice Dahan. Je ne suis pas convaincu. La première symphonie, pour moi, est infiniment plus beethovenienne, parce qu'elle finit sur un geste beethovenien, le pam-padam, avec même un geste très ironique. Il reprend le geste du scherzo de la 9e et il le met à la fin de sa symphonie, presque comme un pied de nez. Le caractère peut-être pastoral de la 6e de Beethoven, pour moi, n'a rien à voir avec le caractère panthéiste de la 3e. Tout à fait d'accord. Dans le sens où Beethoven, lui, utilise vraiment un figuralisme typiquement romantique ou pré-romantique. Il va vraiment cristalliser le chant d'oiseau, le ruisseau. On est dans un figuralisme très marqué. Alors que Mahler va chercher quelque chose qui est totalement différent. Il est en tout cas dans la 3e encore pétri de la lecture de Nietzsche. Il est dans cette espèce de désir de lier la nature et l'homme dans une sorte d'harmonie. Et d'autant plus que le dernier mouvement de ce magnifique chant d'amour qui constitue le dernier mouvement de la 3e se fonde non pas sur la 6e de Beethoven, mais bien sur un quatuor. Il reprend un des thèmes, il le transpose de Ré bémol majeur à Ré majeur. Mais bon, alors il y a une connexion beethovenienne, mais personnellement, ce n'est pas la 6e qui me viendrait à l'esprit. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et si j'ai fait ce rapprochement entre la 6e et la 3e de Mahler, c'est précisément pour les opposer. Parce que j'ai cité, je ne sais plus qui est un spécialiste de Beethoven, et qui parle longuement de la 6e. Et j'ai vu que toutes deux parlent de l'homme dans la nature. Mais la manière dont Mahler l'envisage n'a strictement rien à voir avec celle de Beethoven. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais je voulais simplement revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure en ce qui concerne le territoire des musiciens. Bon, eh bien, effectivement, le terroir purement mahlérien est très réduit. C'est la bohème, c'est la bohème, et la bohème est un peu Vienne. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces symphonies qui ont eu du succès de son vivant, elles ont été jouées à Prague. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même, il a passé deux ans à Prague, et où il a été très bien reçu, où sa musique a été appréciée avant d'aller plus loin. Clément Maotakash, je voudrais vous entendre sur les tempi chez Mahler. Est-ce qu'on peut dire qu'un chef d'orchestre peut faire varier, selon son humeur ou son génie, l'importance des tempi par rapport aux indications de la partition ?
D'abord, il faut préciser que Mahler est ce qu'on a appelé un peu négativement un compositeur chef d'orchestre. On l'a entendu tout à l'heure, on a beaucoup dit qu'il avait écrit de la Kapellmeistermusik, comme on dit en allemand, c'est-à-dire la musique de chef d'orchestre. De ce côté un peu péjoratif, je pense qu'il faut tirer quelque chose au contraire de mélioratif. La musique de Mahler est une musique écrite par un homme très précis, qui connaît de l'intérieur les mécanismes de l'orchestre et qui connaît même les mécanismes de ses collègues. À telle enseigne qu'il écrit volontiers parfois des petites notes de bas de page destinées au chef d'orchestre lui-même, lui indiquant que tel instrument va continuer sa ligne dans un tempo donné, comme c'est le cas dans les toutes premières mesures de la 4e symphonie, mais que lui doit assurer le ralenti qui intervient avant l'entrée du premier thème. Ce qui donc déjà veut dire que dans sa musique peuvent coexister des tempi différents. Il peut y avoir un musicien qui garde un tempo et une autre partie de l'orchestre, notamment celle que dirige le chef, qui va être dans un autre tempo. Donc ça, c'est assez intéressant déjà, cette dichotomie. Et puis la deuxième chose, c'est que sur les tempi, il est à la fois très précis et assez lâche. Pas au sens de couard, mais lâche au sens où il laisse une ductilité, une souplesse à l'interprète, parce qu'il reprend très souvent ces précisions très schumanniennes, nicht zu schnell ou nicht zu rasch, c'est-à-dire pas trop rapide ou pas trop lent, nicht zu langsam, pour indiquer qu'il veut un tempo modéré. Il est assez précis parce qu'il décrit son tempo, mais il ne met que très rarement une indication métronomique, comme Beethoven le fait par exemple. Et ça, je pense que c'est le signe d'un vrai chef d'orchestre, parce qu'il sait qu'un tempo peut varier et que selon la salle, selon l'amplitude de la salle, selon le public lui-même, la réception du public, un tempo peut changer. Et il écrit même dans une de ses lettres que lorsqu'il sent le public dans son dos s'impatienter, il lui arrive au contraire de ralentir le tempo pour l'obliger à retrouver une concentration, ou au contraire, quand il sent à l'opéra qu'il y a une baisse dans le dramatisme et que les chanteurs s'écoutent chanter, il presse, il spinge, comme disent les Italiens, et il avance un petit peu pour que l'action dramatique reprenne de son sel. Est-ce à dire qu'un compositeur chef d'orchestre est plus ouvert dans sa composition, enfin, est moins précis, didactique. Non, parce que Mahler peut aller jusqu'à la pédanterie. C'est ce que vous disiez. Mahler peut aller jusqu'à la pédanterie dans ses indications. Oui. Mais malgré tout, malgré la façon étrange. très encadrée qu'il a de préciser comment il veut que telle chose soit interprétée et comment tel mouvement devrait être exécuté, il demeure pour les interprètes une grande marge de manœuvre dans la façon de pouvoir exécuter ça. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des interprétations extrêmement différentes qui peuvent être tout aussi convaincantes selon les tempi que l'on prend. Ce qui signifie qu'étant chef d'orchestre, il attache une grande importance à la créativité du chef d'orchestre. C'est ce que j'essayais de dire avec mes pauvres mots. Peut-être plus encore que ça, je pense qu'il attire l'attention sur un rapport qui est typique de sa musique entre la microstructure et la macrostructure. C'est-à-dire qu'il y a le détail qui doit être exécuté aussi précisément que possible. La figure, qu'elle soit rythmique, qu'elle soit mélodique, qui doit être cadré autant que possible avec un coup d'archet, avec une façon d'attaquer, avec une façon de jouer, par exemple pavillon en l'air pour les instruments à vent, etc. Ou quel type de sourdine il va utiliser, ou quel type de son il souhaite. Et en même temps, il sait que ce qui compte, ce qui prévaut, c'est l'architecture globale. Et donc la musique étant un art qui se déploie dans l'espace et dans le temps, c'est une architecture qui se construit dans l'espace et dans le temps. Et c'est là où il laisse une certaine souplesse, parce qu'il sait qu'on ne joue pas la musique toujours dans les mêmes salles, toujours avec les mêmes orchestres, toujours avec les mêmes publics. Maurice Dahan. Oui, alors justement, à propos des tempi, vous savez qu'il y a eu une controverse énorme au sujet de l'interprétation par Mahler de la 5e symphonie de Beethoven, et notamment les 3 premiers coups. Quand Mahler, pour la première fois, a interprété ça à Vienne, devant le Philharmonique, il a été hué. Mais les journalistes lui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On a considéré qu'il déformait, qu'il travestissait la musique de Beethoven. Et bon, finalement, petit à petit, il a réussi à le faire admettre. Mais il y a un musicien également célèbre, c'est Richard Strauss.
qui n'aimait pas beaucoup Mahler, et qui, à propos de la 7e symphonie, s'est exclamé devant Alma, à la suite du repas qui a suivi cette 7e symphonie: comment se fait-il que Mahler n'a pas tapé les 3 premiers coups de la même manière? Alma, bien entendu, a répété ça à son mari lorsqu'il est venu, et il y a eu une explication assez orageuse entre Mahler et Richard Strauss à ce sujet. Parce que Richard Strauss, qui est un génie de la musique, incontestablement, mais d'abord, il n'aimait pas Mahler, il ne s'aimait pas beaucoup, hein. Mais ils avaient compris que c'était 2 génies qu'il fallait qu'ils se ménagent. Et on pourrait parler longuement notamment des efforts qu'a fait Mahler pour essayer de faire jouer Salomé. Pour faire jouer Salomé, vous savez, Salomé, cette pièce qui à l'époque était considérée comme graveleuse de Oscar Wilde, n'a pas été acceptée par les puritains. Et en définitive, la pièce de Richard Strauss. Salomé. Oui. Cette pièce, finalement, elle a été jouée, mais pas à Vienne. Pas à Vienne. Et on a reproché à l'opéra: pourquoi n'avez-vous pas accepté que cette pièce soit jouée? Elle n'a pas été jouée. Il y avait beaucoup de difficultés pour le faire admettre à la majorité des gens de la coterie de l'opéra. Clément Mao-Takahash, plusieurs fois dans son livre, notre ami Dahan insiste sur, au fond, la musique comme expression des joies et des vicissitudes de la vie de Mahler. Je voudrais savoir, vous qui êtes, comme Mahler, compositeur, chef d'orchestre, etc., dans la musique que vous composez, est-ce que vous avez l'impression que vous investissez, comme lui, vos joies et vos vicissitudes, et qu'on a raison de s'interroger sur des éléments biographiques pour rendre compte des choses? Et je voudrais ajouter une chose, c'est que Leonard Bernstein, à la télévision américaine, où il a été joué, a dit un jour à ce propos: ne cherchez pas de sens à la musique, sinon la musique elle-même. Et beaucoup de gens insistent pourtant, et M. Dahan est de ceux-là, sur le lien de malheur à la douleur, et il aurait dit « douleur qui est mon unique consolation ». Comment est-ce que vous voyez la chose? Alors, je réponds en 2 temps. Je réponds juste très rapidement sur ce qui a été dit avant, sur les interprétations. Il y aura toujours des tenants d'une orthodoxie qui considéreront que toute façon d'interpréter hors de cette orthodoxie un texte, qu'il soit musical, qu'il soit sacré, qu'il soit canonique, sera forcément une hétérodoxie. Moi, je crois au contraire que ce qu'apporte l'histoire des chefs d'orchestre, parmi lesquels Mahler, parmi lesquels Strauss et parmi lesquels la longue lignée de chefs du XXe siècle, et la diversité que ce soit des tempi, des interprétations, c'est que justement la tradition la plus intéressante, la plus vivace, c'est celle qui prétend non pas à la pureté d'un texte, à son authenticité, mais à l'immensité des variantes et des commentaires possibles. C'est quelque chose qui va nous faire puiser là, très loin dans les traditions. Là encore, j'aperçois moi dans le rapport même peut-être de cette tradition d'interprétation, peut-être une filiation avec un univers juif chez Mahler, et je pense que ce serait quelque chose d'intéressant à creuser dans un essai, pourquoi pas. En tout cas, sur la 5e symphonie, bien sûr, les choses sont toujours reçues, mais encore aujourd'hui, il y a 50 ans, on interprétait la musique baroque différemment. Maintenant, on considère qu'on ne peut plus l'interpréter comme il y a 100 ans, et pourquoi pas. Il y a des modes en toute chose, il y a, comme vous l'évoquiez, des cycles, y compris dans les interprétations. C'est une chose intéressante. Pour revenir sur le lien biographie, moi je suis un proustien et donc un champion du contre Sainte-Beuve. Donc je considère que on doit pouvoir lire l'œuvre de quelqu'un absolument sans aucun repère biographique. En revanche, je pense que les repères biographiques peuvent éclairer certaines zones de l'œuvre, certaines circonstances dans lesquelles elles ont été écrites, à cela près que, si je parle pour mon expérience personnelle, j'ai souvent écrit des œuvres très joyeuses suite à des atermoiements et des chagrins personnels, et inversement, des œuvres absolument
tragiques ou que j'essayais de rendre bouleversantes dans des périodes d'exultation particulières. Et je pense toujours à Mozart qui, lorsque son père meurt, écrit non pas le requiem, mais écrit la petite musique de nuit qui, en son genre, est une sorte de tombeau, mais qui n'est, puisqu'il écrit finalement la musique que son père aurait aimé qu'il écrive quelque part. Mais vous voyez que là, je verse déjà dans une sorte d'interprétation psychanalytique, et je pense que la musique n'a pas forcément besoin de ça. Et Stravinsky avait cette très belle chose, disait cette très belle chose, que la musique n'exprime rien, sinon elle-même, ce que dit Bernstein, ce que disait aussi le regretté Clément Rosset. Et dans cette apparente tautologie, je crois qu'il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'on peut vouloir remplir la musique d'un discours littéraire, on peut vouloir la remplir d'un discours biographique, on peut essayer d'éclairer, c'est le travail des biographes, des historiens, des musicologues, pourquoi pas. Mais je crois fondamentalement que la musique existe sans cela, et que quelqu'un peut être touché par la densité de souffrance et de joie qu'il y a chez Mahler, parce que les deux coexistent, sans forcément passer par la connaissance de sa biographie. Maurice Dahan, alors qu'est-ce que vous en pensez? Je suis presque tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Dakrac. D'ailleurs, je ne dis pas le contraire. Pourquoi? Parce que Mahler a été très hostile à ce qu'on appelait autrefois la musique à programme. La musique à programme qui consiste... L'exemple type, c'est la symphonie de Berlioz, la symphonie fantastique de Berlioz, où on décrit de passage en passage les différentes étapes de la vie et de l'amour que Berlioz avait pour sa belle. Berlioz comme Mahler ont supprimé peu à peu les textes en ne laissant que la musique. Mais Mahler, c'était essentiel chez lui. Mais par contre, en écrivant sa musique, ce soit lui qui se soit mis dans sa musique, c'est évident. Et s'il ne voulait pas qu'il y ait de programme, c'est par un souci d'intimité, de ne pas dévoiler ce qu'il voulait dire, puisqu'il a toujours dit, il appartient à chaque auditeur d'interpréter ma musique comme il l'entend. Clément Mahot Takacs, j'aimerais que le chef d'orchestre que vous êtes me dise un mot du chant de la terre, que vous me disiez ce que vous en pensez. Parce que cette œuvre fut composée après le mariage de Mahler avec Alma, et on y lit, nous dit Maurice Dahan, et je suis assez d'accord avec lui, tout le poids de malheur qui surplombe la partition. Et ce qui veut dire, au fond, c'est que ce chant, avec son déchirant abschide à la fin, c'est partout la terre bien-aimée qui refleurit au printemps et qui verdira à nouveau, puisqu'il y a ce texte, qui verdit à nouveau. Comment est-ce que vous réagissez à ça, et est-ce que vous êtes sensible alors là à cette évocation presque sentimentale? Moi, je me méfie encore une fois. Mozart, lorsqu'il a écrit le Requiem, ne sait pas du tout qu'il va mourir. Il a plein d'autres projets, et c'est nous qui lisons le Requiem comme quelque chose de testamentaire. De la même façon, on lit la 9e symphonie de Mahler ou la 9e symphonie de Beethoven, mais notamment la 9e symphonie de Mahler qui termine elle aussi par une sorte de chant assez déchirant. Voilà. On la lit avec cette lumière un peu crépusculaire, testamentaire, parce qu'on sait que Mahler va mourir. Sauf que Mahler n'était absolument pas conscient. Il avait un poids sur la tête avec sa maladie cardiaque, mais ça ne devait pas l'empêcher dans l'absolu de vivre encore un certain nombre d'années. La preuve en est, puisqu'il esquissait une nouvelle symphonie, qu'il avait d'autres projets, qu'il continuait à avoir des contrats aux États-Unis et des saisons programmées. Donc, c'est aussi notre façon de voir. Ce qui est plus troublant pour moi, c'est que la 9e symphonie, comme le Chant de la Terre, Mahler ne les a pas dirigées. Donc ne les a pas retouchés après les avoir entendus. Ouais. Donc là, on est devant une œuvre sur laquelle parfois il faudrait même que le chef d'orchestre qui les dirige ose intervenir, comme Mahler l'a fait parfois dans des symphonies de Beethoven ou dans ses propres symphonies, pour peut-être corriger un problème d'équilibre. Voilà, ce que je considère être une partie du travail du chef d'orchestre de toute façon. Maintenant, c'est vrai qu'elles ont un caractère, ces deux œuvres, et pour moi elles sont liées, la 9e comme le Chant de la Terre, un peu testamentaire, puisque la 9e termine le grand cycle des symphonies purement instrumentales, il n'y a pas de voix dedans, ni de chœur, ni de soliste,
Et le chant de la terre, lui, au contraire, est une espèce d'immense cantate avec ces deux voix qui sont accompagnées par un orchestre, lequel prend d'ailleurs une importance démesurée par moment, puisqu'il il prend la parole. Dans le chant de la terre, il y a cet abschied que vous évoquiez, mais dans cet adieu, il ne faut pas oublier que c'est déjà un matériau composite, parce que c'est un matériau fait de deux poèmes chinois qui sont accolés, et que le dernier paragraphe que vous avez lu, c'est Mahler lui-même qui le rajoute et qui le mélange à ce medley des deux poèmes chinois. Donc là, on a quelque chose qui est un geste très très fort. C'est presque le geste de quelqu'un qui écrit un livret d'opéra, et pour moi, le chant de la terre, comme d'ailleurs certains cycles de Mahler, comme les Kindertotenlieder, sont des opéras en puissance, ou qui appellent une forme de représentation, puisque c'est particulier. Ce compositeur qui a travaillé toute sa vie à l'opéra n'en a jamais écrit aucun. Oui, alors ce que je voulais dire en ce qui concerne le chant de la terre, que monsieur vient d'interpréter d'une manière remarquable, c'est qu'il ne s'est pas tellement inspiré du poème chinois. Et il l'a en quelque sorte rendu beaucoup plus grave et beaucoup plus douloureux. Parce que le premier chapitre du poème chinois, c'était le chagrin de la terre. Lui, il a traduit ça par la douleur de la terre. Et pour en terminer avec ce merveilleux poème, dans l'Abschied, les derniers mots, c'est un sentiment d'espoir. Regardez, quand il dit « le printemps refleurira », à mon avis, il a dans l'esprit la deuxième symphonie et la résurrection. Et c'est ça qu'il y a de beau, notamment dans ce merveilleux poème, c'est qu'il n'est pas entièrement pessimiste. Il y a une lueur d'espoir à travers toutes les vicissitudes, notamment lorsqu'il... On ne peut pas dire qu'il ne pense pas à sa femme, lorsqu'il dit... C'est vous qui le dites. Attendez, c'est moi qui le dis. Peut-être que je me trompe, mais pourquoi je le dis? Parce qu'à un moment donné, il parle du bon vin qu'il y a dans cette cave. Je n'ai pas profité du bon vin qu'il y avait dans ma cave. C'était l'époque où Mahler venait d'avoir construit sa belle maison à Meyernig. Et il en a effectivement, comme chacun sait, négligé Alma. Et il y a cette espèce de regret implicite de n'avoir pas profité du bon vin qu'il y avait dans sa cave. Or, ce bon vin, c'est manifestement, d'une manière imaginative, Alma, dont il n'a pas pu profiter. Merci, Monsieur Dahan. Alors, je rappelle que le livre que Monsieur Dahan a écrit, s'appelle « Le destin symphonique de Gustav Mahler ». Mais maintenant, vous pouvez fermer la télévision, ouvrir vos instruments de musique, jouer du Mahler ou bien écouter du Mahler. Mettez un disque de Mahler orchestré par Clément Mahoutakak, une symphonie de Mahler ou le chant de la terre dont nous venons de parler. Franchement, ça vaut le coup. On va entendre la 4e symphonie, la fin du 4e mouvement, choisie donc par Maurice Dahan.